Salut les enfants perdus et bienvenue dans Archeo Toys, l'émission presque aussi cool que les jouets dont elle parle. Tout d'abord, pour commencer, je tenais à vous dire merci. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à commenter, à vous abonner, à mettre des pouces bleus, et ça motive énormément. Après un an d'absence, je ne m'attendais pas à une telle ferveur. Alors, on va faire encore mieux, encore plus loin, et surtout, tenter d'être aussi régulier que possible. Il y a tout un tas de sujets dont j'ai envie de vous parler pour les semaines à venir, et si vous êtes connaisseur sur la chaîne, vous savez qu'aucun jouet n'est tout à fait anodin. D'ailleurs, si vous jetez un coup d'œil à la majorité des tops sur le web, vous trouverez une trouzaine d'exemples de jouets mortels, au sens propre. On peut citer le kit du petit scientifique nucléaire de la marque Gilbert, qui proposait aux enfants de manipuler des matières radioactives, ou alors de la panoplie du petit souffleur de verre, qui demandait à être chauffé à plusieurs milliers de degrés. C'est que les jouets sortis du marché suite à des incidents mortels sont nombreux. Dans ma vidéo sur Musclor, je vous avais déjà parlé de ce triste fait divers où un enfant de 4 ans était décédé de suffocation suite à l'ingestion d'un missile tiré par le vaisseau Battlestar Galactica qu'il venait de recevoir pour Noël. Surmédiatisée, cette affaire fit grand bruit aux États-Unis et causera l'annulation du célèbre Boba Fett Rocket Launcher dont le projectile fut scellé pour éviter les procès. Mais même les poupées Skydancers, dont la puissante envolée a causé quelques centaines d'incidents jusqu'à leur retrait au début des années 2000, n'arrivent pas à la cheville de notre sujet d'aujourd'hui. Point de radiation ou de verre en fusion dans l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui. Et pourtant, ce jouet est probablement le plus dangereux que je connaisse. Faisons cesser le suspense, on va parler du dragster de Robin, dérivé de la géniale série animée de Bruce Timm. Je suis prêt à parier que la grande majorité d'entre vous n'en ont jamais entendu parler, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne paye pas de mine. Pourtant, d'après mes sources, il aurait participé à la mort de plus de 180 personnes, et en aurait blessé des centaines d'autres. On parle d'un jouet tellement dangereux qu'il en est devenu rare, et c'est encore aujourd'hui la pièce la plus chère de la collection Batman Animated, juste devant le célèbre Batman Combat Belt que tout le monde recherche. Et alors, me direz-vous, comment? Quand? Pourquoi? Nous sommes en 1993 et la société Kenner, qui vient de changer de main 2 fois en 5 ans, tente de survivre. Cela fait bien longtemps que ces usines de Cincinnati ont perdu leur lustre d'antan. Après avoir été partiellement transférés au Mexique, les jouets Kenner sont dorénavant produits entièrement en Asie. Et il ne reste plus que la division créative de la légendaire firme qui 15 ans plus tôt avait secoué le monde du jouet avec la licence Star Wars. Ces vétérans du jouet sentent bien que la maison est en feu, et ils redoublent d'efforts pour proposer un paquet de nouvelles idées sur de vieux concepts. Il faut dire que Batman s'inscrit dans une longue tradition chez Kenner, puisque la première figurine au trait de la chauve-souris date de 1984. Et même si un challenger, Toy Biz, est parvenu à leur shipper la licence quelques mois pour la sortie du premier opus de Burton, Kenner récupère le justicier de Gotham avec le succès qu'on va lui connaître. Pour multiplier les ventes, il n'hésite pas à décliner Batman à toutes les sauces, 20 versions différentes de la chauve-souris sur 24 figurines, rien que pour Batman 2 la revanche. À la grande joie des actionnaires, les ventes vont littéralement exploser avec l'arrivée de la série animée sur le réseau Fox Kids aux USA. D'ailleurs, vous pourrez trouver en description le lien vers ma vidéo qui parle en détail de la gamme Batman Animated. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que notre dragster, il a pas grand chose de spécial. Il s'agit tout bonnement d'un modèle abandonné en 1990, comme le prouve ce prototype jamais sorti issu d'un de leurs catalogues. C'est qu'il faut un véhicule à notre sidekick préféré, puisque la Batmobile n'a qu'une seule place. On va donc y appliquer docilement ses couleurs, et lancer la fabrication pour une sortie à la rentrée 1993. Mondialisation oblige, la production est sous-traitée dans une myriade de petites firmes sans aucun contrôle. C'est ainsi que la fabrication de notre dragster échoue à Kader Toys, filiale thaïlandaise d'un géant taïwano-hongkongais. Situé dans la banlieue de Bangkok, le bâtiment en forme de E abrite 4000 ouvrières, dans des conditions relativement précaires. Ces jeunes femmes venues des campagnes y produisent des figurines et des peluches pour Kenner, Hasbro, Mattel. C'est d'ailleurs pour ce dernier qu'on produit les célèbres poupées Bart Simpson devenues un symbole de la guerre du Golfe. Mais là, c'est un autre combat.
Le 10 mai 1993, vers 16 h, alors que la fin de journée approche, un incendie éclate au premier étage du bâtiment 1. De la fumée s'échappe par les escaliers, mais aucune alarme ne sonne, et on ordonne à tout le monde de continuer à travailler. Problème, c'est la réserve qui contient les emballages et les produits finis qui a commencé à brûler. Parmi les cartons et les palettes si facilement inflammables, se trouve d'ailleurs la totalité de la production du dragster de Robin à destination des États-Unis. Malgré l'intervention du service de sécurité de l'usine, les flammes gagnent le stock de matières premières qui s'embrase à son tour. Lorsque les employés du premier bâtiment tentent de fuir, elles découvrent que les portes sont fermées et que les sorties de secours pourtant présentes sur les plans n'existent tout simplement pas. Certaines sautent depuis les fenêtres du 2e, 3e ou 4e étage par désespoir. Il faut attendre 16h20 pour que les agents de sécurité préviennent enfin les pompiers. Malgré la fumée et les cris, dans les autres bâtiments, on ordonne aux ouvrières de rester à leur poste et de continuer à travailler. Sous l'effet du brasier, la toiture du bâtiment 1 commence rapidement à s'affaisser, causant la panique dans l'atelier couture. Plus de 1000 personnes tentent de descendre par le seul escalier accessible. Bloqués dans la circulation, les pompiers mettront plus de 20 minutes pour intervenir. Et une fois sur place, la quarantaine de soldats du feu se retrouvent totalement dépourvus face à la puissance du brasier. Le bâtiment 1 s'effondre à 17h14, suivi du bâtiment 2 à 17h30, puis le bâtiment 3 à 18h05. Seul un petit hangar et le bâtiment 4 seront sauvés. Dans un premier temps, ce sont 498 personnes qui sont transférées vers des hôpitaux totalement débordés. À l'heure du bilan, le constat est terrible et les médias thaïlandais, d'habitude si dociles, s'interrogent sur la catastrophe. De nombreux corps sont découverts dans les décombres, portant le nombre de morts à 188, et parmi les survivants, la colère gronde. Il faut dire qu'il s'agit de l'incident industriel le plus meurtrier depuis 1911 à New York. Et pour la première fois, ces ouvrières thaïlandaises vont se retourner contre leur grand patron en lançant une série de manifestations pour être reconnues comme victimes. Pour la première fois, la cause de ces petites mains du jouet vont être mises en lumière en Occident. Début d'un long bras de fer avec les géants que sont Disney, Mattel, Hasbro et donc Kenner. Les familles, souvent rurales, demandent des compensations pour enterrer dignement leurs filles. Leur marche pacifique et les nombreux sit-ins organisés dans un pays qui ne connaît que très peu les revendications sociales à l'époque ne leur permettront de recevoir que le strict minimum. 25 ans plus tard, l'incendie de l'usine Cader Toys est devenu un cas d'école, notamment dans les formations anti-incendie. Ce qui est moins connu, c'est que le contre-feu lancé par les grandes marques est également étudié dans les formations pour la communication de crise. En dépit des nombreux articles publiés dans la presse de l'époque, les majors reportèrent totalement la responsabilité sur leurs sous-traitants et pointèrent également des défauts de contrôle des services de l'État thaïlandais. Le premier ministre thaï eut beau clamer sur les ruines encore chaudes que toute la réglementation allait être revue, les intérêts rapaces de ces usines appartenant à des capitaux étrangers et volatiles finirent par avoir raison des beaux discours. Les marques reportèrent leur production dans d'autres usines, mais certaines furent tout bonnement abandonnées car leurs moules originaux avaient disparu dans l'incendie. C'est le cas de notre dragster de Robin, qui ne doit sa survie qu'à un envoi précoce sur le marché canadien. Quelques centaines, voire quelques milliers d'entre eux auraient été envoyés au pays des caribous, faisant de ce jouet une rareté recherchée par les collectionneurs qui connaissent son histoire. Vous l'avez compris, je vous ai peut-être un petit peu piégé avec le titre. Ce jouet est mortel, dans des conditions qui sont terribles, mais qui ne sont probablement pas celles que vous attendiez. On m'a parfois reproché de devenir le Usul de la nostalgie, mais je dois vous avouer que ces petites anecdotes font pour moi le sel de la collection, et j'aurais bien du mal à comprendre pourquoi j'amasse autant de plastique si ce n'était pas pour se poser quelques questions. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'essaye de resserrer les délais pour vous offrir de plus en plus de contenu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai énormément d'histoires à vous raconter. Ça fait terriblement du bien de vous savoir aussi nombreux. Je pense que le cap des 25 000 n'est qu'un début, mais tout ça, ça ne dépend que de vous. Alors encore une fois, abonnez-vous, partagez, mettez des pouces bleus, envoyez la vidéo à votre belle-sœur. Si vous souhaitez continuer l'aventure, vous pouvez vous procurer mon livre coécrit avec Stéphane Lapuce, Made in Toys aux éditions Huggin et Menin.
Comme le veut la tradition, on va terminer cette vidéo avec une petite pub à l'un de mes camarades. Il s'agit de Rémi, vous l'aviez découvert dans la vidéo sur les Chevaliers du Zodiaque. Eh bien, cette fois-ci, il est devant et derrière la caméra d'un fan-film sur Assassin's Creed à la sauce bretonne. C'est réalisé avec très peu de moyens, mais une maestria et un rendu vraiment très cool. Alors, soutenez-les. On se retrouve très vite avec un nouveau sujet un peu croustillant. En attendant, n'oubliez pas d'être des enfants. The eyes of justice are watching. It's Batman! The Joker's bombing the Gotham City Bridge. Skydive Batman's jumping into action. To his Batmobile as it launches ahead at lightning speed. Oh no, the Jokermobile! Watch out! Here I go, shooting my mouth off. Surprise! It's the pursuit jet. Bombs away. The eyes of justice, Batman.